Donc, bonjour, bienvenue à ce webinaire, Réussir sa conformité au RGPD, qui est un sujet bien sûr d'actualité. Et alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir différents spécialistes autour de la table. Tout d'abord, Guillaume Taillé de MGK Technologies, et ensuite, représentant de la LCM, Jocelyne Calum et Sabine Mersch. Alors, tout d'abord, avant de passer à l'agenda, donc vous êtes tous sur mute, mais vous avez l'opportunité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, de le faire, et nous tenterons d'y répondre dans des moments prévus à cet effet. Alors, donc, au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, donc, Jocelyne commencera par une introduction théorique sur les enjeux et intérêts de la protection des données personnelles. Elle donnera aussi un aperçu du cadre juridique global et un aperçu des nouvelles contraintes du RGPD. Ensuite, Sabine fera une illustration pratique de ces concepts. Nous aurons ensuite une petite session de questions-réponses où vous serez également sollicités, nous vous poserons également quelques questions. Et ensuite, Guillaume nous parlera du chiffrement avec une petite démonstration d'une des solutions de chiffrement. Et une petite partie de conclusion pour bien terminer ce webinaire. Et donc nous allons commencer par la partie de Jocelyne sur la partie théorique. Oui, donc cette présentation a pour objectif de montrer comment se mettre en conformité avec le nouveau règlement général sur la protection des données, le RGPD. Mais le sujet étant très vaste, nous allons nous limiter à quelques éléments clés. Et cette présentation est d'ailleurs le résumé d'un livre blanc que nous avons rédigé. Donc n'hésitez surtout pas à le lire si vous souhaitez en apprendre davantage. La protection des données personnelles est une question centrale parce que nous transmettons tous presque quotidiennement des informations personnelles sur nous ou nos proches au monde extérieur, par exemple avec les réseaux sociaux ou en utilisant un téléphone portable, mais nous n'avons souvent aucun contrôle sur les organisations à qui nous confions ces données. Et en plus, les cas de violation des données sont de plus en plus fréquents, comme par exemple des données qui sont piratées. Le législateur européen a décidé de réagir en augmentant la responsabilité des différents acteurs impliqués, en prévoyant des amendes pouvant atteindre des montants astronomiques. Très rapidement, le cadre juridique. La protection des données personnelles est vraiment un droit fondamental à part entière qui a été consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et depuis 1995, nous avons en matière de protection des données personnelles une directive européenne qui a été transposée dans les différents États membres de l'Union européenne de manière disparate, ce qui fait qu'il y a actuellement 28 lois nationales différentes. Et le nouveau règlement a pour ambition de corriger ces faiblesses du régime de la directive. Donc, il est en vigueur depuis le 24 mai 2016, mais ne sera applicable qu'à partir du 25 mai 2018 pour laisser aux organisations le temps de se mettre en conformité. Ses principaux objectifs sont de simplifier la législation. Dorénavant, il y aura une seule réglementation qui plus est directement applicable. Il y a aussi la volonté d'étendre le champ d'application de cette législation à tous les acteurs qui touchent des personnes présentes sur le territoire européen, donc même les entreprises américaines ou ailleurs, hors Europe. Et de manière générale, l'objectif de ce règlement est vraiment de trouver un juste équilibre entre les intérêts des entreprises et organisations d'une part et les intérêts des personnes concernées d'autre part. Les notions clés de cette réglementation sont traitement et données personnelles. Le traitement, c'est toute opération appliquée à des données personnelles, par exemple la sauvegarde dans un système CRM. La donnée personnelle, c'est toute information qui concerne une personne physique identifiée ou identifiable, que l'on appelle la personne concernée. Donc, même si une personne n'est pas identifiée, mais pourrait l'être, on rentre dans cette notion de données personnelles.
C'est par exemple le nom, le prénom, etc. qu'on collecte via un formulaire de contact, mais c'est aussi par exemple l'adresse IP qui est collectée lors de la visite d'un site web. Il y a deux niveaux à prendre en considération. Il y a le niveau du traitement, comme par le passé, et il y a le niveau de l'organisation entière, ce qui a été introduit par le RGPD à travers la notion de principe de responsabilité. Donc ici, on peut voir les obligations spécifiques qui en découlent. Nous allons maintenant développer quelques-unes de ces obligations. Sur le plan organisationnel, il y a d'abord l'obligation de tenir un registre de ses activités de traitement. Les organisations qui ont moins de 250 employés et qui traitent des données sans risque ou des données pas sensibles ou qui traitent des données de manière occasionnelle sont exclues de cette obligation. Il y a donc très peu d'organisations qui sont exclues de cette obligation, vu qu'à partir du moment où l'on a ne fût-ce que des données de ses employés, eh bien, on traite des données de manière non occasionnelle. Il y a aussi la désignation d'un délégué à la protection des données qui est obligatoire dans certains cas et qui est recommandé dans tous les cas parce que le délégué à la protection des données, le DPO, aura vraiment un rôle de facilitateur par rapport à l'application de ces nouvelles contraintes du RGPD. Alors, l'analyse d'impact relative à la protection des données permet d'identifier l'ampleur du risque et les mesures pour le réduire. Et concernant cette notion de risque, on vient d'avoir les lignes directrices des autorités qui nous disent quand il y a un risque élevé. Donc, le RGPD, lui, nous dit non seulement que les mesures de sécurité que l'on prend doivent être appropriées par rapport au risque, mais il donne aussi des exemples de mesures appropriées, comme le chiffrement. Et un des intérêts majeurs du chiffrement est qu'il permet de ne pas notifier à la personne concernée une violation des données, ce qui est vraiment un avantage considérable. Voilà, maintenant, après ces explications sur les principales nouveautés du RGPD sur le plan organisationnel, quelques notions sur les obligations du RGPD sur le plan de chaque traitement. Donc en fait, chez nous, chez LCM, on a l'habitude de travailler selon une méthodologie d'évaluation de la conformité qui s'appelle Europrice. Donc Europrice est un label de certification de traitement de données personnelles au niveau européen. C'est un label qui a été lancé il y a quelques années avec l'aide de la Commission européenne par une autorité vie privée allemande. Cette méthodologie a l'avantage de transposer l'ensemble des obligations de la directive européenne jusqu'à présent et maintenant aussi du règlement pour le futur en une cinquantaine de critères de conformité qui sont, eux, divisés en 4 grands blocs de critères de conformité, ce qui facilite la mise en œuvre de manière structurée. Donc, le premier niveau, c'est les principes fondamentaux, c'est-à-dire il faut, dans un premier temps, vraiment savoir qui est qui, quels sont les principes en matière de, par exemple, de minimisation des données. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Et puis, il faut, comme vous le savez très probablement, il faut une base légale, par exemple un consentement ou un contrat avec la personne concernée. Il faut aussi des mesures de sécurité, comme Jocelyne a déjà abordé, mais donc non seulement au niveau organisationnel, mais aussi spécifique à chaque traitement. Et il faut respecter les droits de la personne concernée. Je vais me permettre, pour que ça devienne beaucoup plus concret, d'illustrer l'ensemble de ces principes-là par un cas pratique.
Donc, prenons l'exemple d'un garage automobile qui a plusieurs filiales dans différents pays et qui en fait aimerait bien transférer l'ensemble des données qu'il collecte au sujet de ses clients et prospects dans un CRM. Donc la première chose que nous devons faire, c'est de déterminer qui est qui. Parce que comme vous le savez peut-être, les obligations principales du RGPD s'appliquent en fait à celui qu'on nomme responsable du traitement. C'est quoi le responsable du traitement? Le responsable du traitement, c'est celui qui initie le traitement, donc qui décide qu'on va, par exemple, mettre en place ce CRM. Et c'est cette organisation-là qui sera obligée de mettre en œuvre la plupart des obligations prévues. Ensuite, si maintenant le garage automobile confie les données à un CRM qui est déployé par un prestataire de services externe, alors ce prestataire de services externe va être qualifié de sous-traitant vu qu'il traite les données au nom du garage automobile. Puis quelles sont les personnes concernées? C'est-à-dire, ce sont les personnes, donc les individus dont on va traiter des données, donc des informations. C'est donc, par exemple, les personnes de contact chez des clients qui seraient des sociétés, ou bien alors, s'il s'agit de clients, donc individus qui achètent leur voiture au garage automobile, mais en fait, les personnes concernées seront ces individus-là. D'un autre côté, il y aura probablement aussi certains prospects qui n'ont pas encore acheté de voiture, mais dont le garage a collecté les informations, par exemple, via son site Internet. Donc, il y a deux types de personnes concernées, et ça a toute son importance, comme on va voir dans quelques instants, par rapport à la base légale du traitement. Par ailleurs, il y a les filiales. Donc, par exemple, un garage automobile sort ou un garage automobile FI du garage automobile principal, donc qui pourront, le cas échéant, collecter ou traiter les informations pour leurs propres besoins, par exemple pour lancer leur propre campagne de marketing. Donc, ces garages-là ou ces filiales-là vont être considérés comme tiers. Donc, comme j'avais annoncé, donc la méthode Europrice nous permet alors de commencer par l'analyse de conformité par quelques principes fondamentaux qui se trouvent maintenant décrits de manière très explicite dans le RGPD. Donc, notamment, il faut un traitement licite, il faut une limitation des finalités. Ça, c'est très important. Par exemple, dans le cadre du CRM, toutes les informations. Donc, si le but du CRM est également d'envoyer des messages marketing aux utilisateurs, aux clients, à ce moment-là, lors de la collecte des informations, il va falloir dire que ces informations sont bien collectées pour des finalités de marketing direct et pas uniquement pour l'exécution du contrat d'achat de la voiture, par exemple. Ça veut dire donc en vertu du principe de limitation des finalités, on ne peut pas traiter des données pour un but qu'on n'aurait pas annoncé au moment de la collecte. Par ailleurs, il y a le principe de minimisation des données, ce qui implique qu'on ne peut pas traiter plus de données que celles dont on a besoin par rapport au but, précisément. Les données doivent être exactes et la conservation doit être limitée. Donc, à nouveau, l'importance d'avoir déterminé bien la finalité au moment de la collecte, vu que la limitation de la conservation est par rapport à ce qui est nécessaire pour atteindre le but. Donc, si par exemple, je collecte les informations par rapport au client uniquement pour gérer la maintenance de la voiture, à ce moment-là, une fois que le client aura vendu la voiture et donc ne viendra plus faire la maintenance chez moi, mais je serai en principe obligée de supprimer ces informations-là, sauf si je me suis au départ réservé la possibilité de les utiliser également à des fins de marketing.
Il y a aussi la responsabilité, donc qui est en principe celle du responsable du traitement, donc du garage, et qui donc en vertu de cette responsabilité-là doit voir si il doit notamment par exemple avoir un DPO pour l'ensemble du groupe ou respecter d'autres obligations du style faire un DPIA, un Data Protection Impact Assessment, donc cette fameuse analyse des risques avant de lancer le CRM. Donc, après avoir analysé ces différents éléments principaux, ces différents principes, et en avoir tiré les conclusions, il faut dans un deuxième temps voir si on a bien une base légale. Donc, comme j'avais dit tantôt, il y a plusieurs bases légales possibles et celle, par exemple, qui est évidente pour les clients, c'est le contrat qu'ils ont signé avec le garage lors de l'achat de la voiture. Donc, cette base légale-là va permettre au garage de traiter l'ensemble des informations qui servent à l'exécution du contrat. Une autre base légale possible qui est très utilisée jusqu'à présent, c'est le consentement. Donc, si je récolte le consentement, par exemple, pour envoyer des messages de marketing, mais à ce moment-là, je pourrais bénéficier de cette base légale-là. Donc, comme dit précédemment, pour chaque traitement, donc pour chaque finalité, il faut regarder la base légale qui est la plus adéquate. Sachez quand même que par rapport au consentement comme base légale, il doit répondre à certaines caractéristiques, donc notamment être libre, c'est-à-dire spécifique, éclairé, univoque, ce qui veut dire que il ne faut pas un consentement forcé, le client doit avoir le choix. Et donc, utiliser le consentement comme base légale peut s'avérer délicat. C'est pour ça que, en fait, nous préconisons, dans toute la mesure du possible, d'utiliser le contrat comme base légale. Par ailleurs, il y a des obligations d'information qui servent également au consentement, dès lors que le consentement doit également être informé. Et comment est-ce qu'on fait ça? Donc, par exemple, quand on collecte des informations via un site web, mais il va falloir avoir une notice d'information qui explique bien quelles sont les données qui sont utilisées et pour quel but. Il y a également donc cette obligation de fournir des informations est également étendue sous le RGPD, qui oblige vraiment d'être extrêmement transparent et aussi d'expliquer les choses de manière très très simple. Puis on arrive au troisième bloc, donc les mesures techniques et organisationnelles. Donc c'est celui-là qui va aussi également nous intéresser particulièrement par la suite. C'est qu'il faut sécuriser chaque traitement, donc comme par le passé, sauf que maintenant le RGPD nous dit que ces mesures doivent être appropriées par rapport au risque. Ce qui implique donc, avant de déterminer les mesures de sécurité et organisationnelles appropriées, qu'il faut faire une analyse de risque. Une des mesures qui peut être une bonne mesure de sécurité, c'est le chiffrement. Et comment ça marche, on va vous expliquer plus tard. Une mesure juridique pour sécuriser les choses peut être un contrat de sous-traitance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui concerne quasiment tous les responsables du traitement dès qu'ils demandent à un sous-traitant de traiter les données à leur place. Donc, par exemple, si vous mettez les données du CRM dans un cloud, mais à ce moment-là, le prestataire donc, du cloud va être un sous-traitant et il va donc falloir mettre en place un contrat avec lui. Et à ce niveau-là, il y a un changement de paradigme au niveau du RGPD, c'est que dans le passé,
un sous-traitant heureux était un sous-traitant qui n'avait pas de contrat, parce qu'en fait, du fait qu'il n'avait pas de contrat, il n'avait pas d'obligation, donc le seul qui était obligé, c'était le responsable du traitement. Dorénavant, les deux, c'est-à-dire le sous-traitant et le responsable du traitement, sont directement obligés de mettre en place un contrat. Et ce contrat doit obéir à un contenu minimal qui, lui, est prévu dans l'article 28. Donc, maintenant, il y a les deux parties qui ont intérêt à mettre en place ce contrat. Et ce contrat est un moyen juridique essentiel pour s'assurer que le sous-traitant va effectivement non pas utiliser les données que vous lui confiez pour ses propres besoins, mais uniquement pour les vôtres et selon vos instructions, notamment en matière de mesures de sécurité. Et puis, il y a un aspect qui est très important et qui peut aussi contribuer à augmenter le risque au sens du RGPD, c'est les transferts de données hors espace économique européen. Et donc, si par exemple vous utilisez un cloud Amazon où les serveurs sont aux États-Unis, il va falloir mettre en place des mesures de sécurité spécifiques qui seront notamment contractuelles. Et par rapport aux États-Unis, vous avez probablement déjà entendu parler du Privacy Shield, qui est donc des mesures de transfert de données reconnues par le RGPD. Et donc, dans ce cas-là, il suffit de choisir un prestataire de données qui est reconnu ou qui s'est fait certifier Privacy Shield et le transfert vers les États-Unis sera légitimé. Dans d'autres cas où on transfère vers d'autres pays tiers, donc hors de l'espace économique européen, le Privacy Shield ne sera pas d'application, mais d'autres mesures devront être utilisées, comme par exemple des clauses contractuelles standards, qui sont des clauses contractuelles qui ont été émises par la Commission européenne et qui sont reconnues comme étant un moyen approprié pour sécuriser des transferts de données hors de l'Europe. Puis j'arrive au quatrième bloc de choses à respecter. Il s'agit des droits de la personne concernée. À ce niveau-là, déjà par le passé, les personnes concernées avaient le droit de savoir, par exemple, quelles étaient les données traitées par le responsable du traitement, donc dans notre cas le garage, à leur sujet. Mais il y a maintenant aussi d'autres nouveaux droits qui sont entrés en vigueur, et notamment le droit à la portabilité des données, qui s'applique à certaines données lorsque le traitement est basé sur un contrat avec la personne concernée ou sur le consentement. Donc, ce qui est très important à faire, c'est vraiment évaluer au cas pratique, dans le cas pratique, pour savoir quels sont les droits qui s'appliquent dans un premier temps, et ce qui s'appliquera toujours, en fait, ce sera le droit à l'information. C'est pourquoi il faut toujours prévoir une notice vie privée conforme au moment de la collecte. Donc, par exemple, cette fameuse notice vie privée que vous trouvez sur le site internet utilisé pour collecter des informations. Par ailleurs, il faut également mettre en place des procédures nécessaires pour pouvoir respecter les droits des personnes concernées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en concret? Donc, si je sais que mes clients ou les prospects ont le droit de me contacter pour savoir quelles sont les données que je traite à leur sujet, en fait, j'ai tout intérêt à m'organiser en interne, par exemple avec mon responsable informatique, pour savoir mais comment est-ce qu'on va s'organiser au cas où quelqu'un me pose la question, pour que je sache effectivement quelles sont les données que je traite ou que je fais traiter par un sous-traitant. Et là, à nouveau, c'est très important d'avoir un bon contrat en place pour que le sous-traitant m'aide, le cas échéant, à répondre aux personnes concernées. Voilà. Merci Sabine. Merci Jocelyne pour cet exposé.
Avant de passer à la suite, nous avons quelques questions à vous poser pour pouvoir illustrer les débats par la suite. Donc sur votre écran, vous serez amené à pouvoir répondre. Donc, la première question est, avez-vous identifié vos activités de traitement? Donc vous avez 4 réponses possibles, qui est oui, non, je ne sais pas ou je n'ai pas compris. Voilà, donc je vous laisse quelques moments pour répondre. Donc vous pouvez répondre directement sur l'écran. Voilà, les réponses commencent à venir. Voilà, encore des réponses qui arrivent. Et on est toujours étonné par les réponses qu'on reçoit. Voilà, donc plus ou moins une grande majorité de gens ont répondu. Donc ça, c'est la première question. On débattra de ce sujet par la suite. Je vais passer maintenant à la deuxième question, qui est comment sécurisez-vous les données personnelles dont vous êtes responsable? Voilà. Donc, première option avec du chiffrement. Deuxième option via une restriction des droits d'accès par une autre solution, ou je ne sais pas, ou je n'ai pas compris. Voilà, donc déjà, quelques personnes ont répondu. Voilà, encore quelques secondes pour attendre les derniers, les hésitants. Très bien, merci. Donc, nous allons passer donc à la question suivante. Donc, rassurez-vous, nous n'avons que 5 questions à vous poser. La question suivante est, êtes-vous responsable du traitement ou sous-traitant? Alors, dans les réponses, c'est oui, responsable du traitement, oui, sous-traitant, oui, tantôt responsable du traitement, tantôt sous-traitant, non, on connaît deux, ou je ne sais pas. Voilà, déjà pas mal de réponses qui arrivent. Enfin, on a plus de réponses qu'avant. Voilà, encore une ou deux secondes, et nous allons passer à la 4e question. Merci d'avoir participé jusqu'ici en tout cas. Donc la 4e question est, avez-vous une notice d'information ou notice vie privée sur votre site web? Et donc dans les propositions, il y a oui, non, je ne sais pas ou je n'ai pas compris. Voilà, encore quelques personnes qui doivent voter. Qui doivent voter ou répondre, dirais-je. Voilà. On va passer à la dernière question, qui est, avez-vous des sous-traitants ou destinataires hors de l'espace économique européen? Donc les réponses possibles, oui, non, je ne sais pas, ou je n'ai pas compris. Voilà, la question est assez simple et les réponses arrivent relativement vite. Très bien. Nous allons clôturer là cette séance de questions. Je pense que tout le monde a pu répondre ici. Encore une ou deux réponses qui arrivent.
Voilà. C'en est tout. Nous n'avons pas reçu de questions de la part des personnes qui suivent ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, il n'est pas trop tard. N'hésitez pas à les poser via le point d'interrogation que vous avez sur votre application ou l'endroit où vous pouvez poser des questions ou à lever la main. Pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez commenter ces parties de sondage ou on va passer sur la dernière partie? Donc, nous allons maintenant. Donc je vais donner la parole à Guillaume, qui va parler donc de la solution de chiffrement et même en faire une petite démonstration. Voilà. Toi, Guillaume. Merci. Bonjour à vous. Alors nous avons vu qu'il y aura une partie organisationnelle à mettre en œuvre au niveau de nos sociétés. Et suite à ça, à cette analyse, des solutions techniques seront à prendre à mettre en œuvre pour pouvoir répondre aux exigences de la réglementation. Je vais parler ici d'une solution technique qui va être le chiffrement, qui va nous permettre d'avoir vraiment une bonne base au niveau technique de ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour vraiment être conforme à la réglementation qui arrive en vigueur très prochainement. Alors, le chiffrement, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est simplement rendre inexploitables les données qui vont se trouver dans un fichier, dans un répertoire, si ce répertoire venait être perdu ou un disque dur qui serait perdu. Les personnes qui voudraient accéder à ces données ne pourront pas le faire parce qu'elles vont être chiffrées. Et ce chiffrement va se faire à l'aide de clés. Alors la solution que je vais vous présenter, qui est Desloc, nous permet de facilement mettre en œuvre des politiques de chiffrement, des politiques de partage de clés également, ce qui nous permet de gérer ça de manière très simple au niveau d'une société. Alors, juste quelques exemples que je vais vous montrer ici. J'ai sur cet ordinateur, j'ai quelques éléments qui sont encryptés. Alors, ce sont des disques virtuels ici, donc des conteneurs dans lesquels j'aurai mes fichiers qui sont encryptés. Alors, celui-ci qui se trouve sur un partage réseau et ces trois-là qui se trouvent localement sur une machine. Alors, on va pouvoir comme ça encrypter nos éléments pour un seul ordinateur. On va pouvoir partager nos éléments qui sont chiffrés au sein d'une organisation. Alors ici, je vais vouloir accéder à mes données. Donc, je suis connecté sur mon programme Desloc et je vais simplement accéder à mes disques virtuels. Donc là, j'ai pris comme exemple des disques virtuels. On va pouvoir utiliser aussi des répertoires qu'on va pouvoir encrypter. Alors, vous voyez ici, j'ai accès à certains de mes éléments virtuels. Alors, j'y ai accès en fonction des clés d'encryption, des clés de chiffrement qui m'ont été octroyées. Alors, j'ai ce répertoire. Alors, je vais remonter. Je vais juste simplement ouvrir un répertoire, donc avoir l'accès aux données, et on voit donc j'ai accès à mes données qui sont dans le répertoire en fait qui est celui-là physiquement sur ma machine. Mais tant que je n'ai pas mes clés d'encryption, je ne pourrai pas y accéder. Par exemple ici, cet élément-là, je n'y ai pas accès parce que je n'ai pas eu la clé d'encryption qui correspond. Alors une clé d'encryption, on va pouvoir les gérer facilement via un serveur d'administration. Et ici, je vais simplement partager une clé d'encryption qui va me permettre d'ouvrir mon disque virtuel. Donc je vais me donner l'accès sur... Enfin, je vais envoyer les clés d'encryption, en fait, partager les clés d'encryption à cet utilisateur. Et je fais une simple synchronisation
et automatiquement, vous voyez, j'ai accès à cet élément. Il n'est plus grisé et je vais pouvoir accéder aux données qui sont dans cet élément encrypté. Or, si je n'ai plus ma clé d'encryption, je vais vous montrer l'élément inverse. Donc, je vais supprimer l'accès à cet utilisateur. Donc, dans le cas d'une machine qui va être volée, perdue, par exemple, je vais supprimer l'accès à mes utilisateurs. Alors, j'ai juste simplement supprimer l'accès. Voilà. Je resynchronise. Et juste pour vous montrer, automatiquement, l'accès va être supprimé. Donc, il est très facile de gérer les accès. Alors, en cas donc, de perte ou de vol d'éléments d'un ordinateur ou d'un disque amovible, par exemple, on va supprimer les accès, comme ça, on ne va plus pouvoir ouvrir les fichiers, les répertoires qui auraient été encryptés, donc chiffrés. Alors, ce chiffrement est important au niveau de la GDPR parce qu'il va nous permettre de s'affranchir en cas de perte ou de vol de données, on va s'affranchir de la notification aux personnes concernées que les données auraient pu être compromises, parce qu'elles ne sont pas compromises vu qu'elles sont chiffrées. Elles sont volées ou perdues, mais les données ne pourront pas être utilisées. Et même dans certains cas, on va pouvoir aussi s'affranchir du coup de faire la déclaration à l'autorité compétente que les données auront été chiffrées, auront été perdues ou compromises. Justement, elles ne le sont pas, elles sont chiffrées et inexploitables. Alors, on a des possibilités également de faire du partage par exemple, de clés USB avec notre solution Desktop. Alors, tout le monde n'a pas le programme qui va être installé. Donc, si vous voulez partager donc, des informations, des fichiers, par exemple, un architecte qui va aller partager des plans avec un confrère ou un client, l'architecte, lui, il va avoir tout son environnement qui est sécurisé, qui va être chiffré avec des slots au sein donc, de son organisation, mais chez le client, il n'y aura pas ces éléments qui seront en place. On va pouvoir partager facilement les données et de manière sécurisée via une solution qu'on appelle Desktop Go, en fait, qui est inclus avec Desktop. On va tout simplement rendre une clé USB on va la rendre chiffrée, mais on va pouvoir y accéder de manière simple, sans avoir de solution installée sur l'ordinateur sur lequel on veut lire les données. On aura un programme qui sera sur la clé USB. Je vais vous montrer ici. Ça me demande un mot de passe. Hop là. Je vous montre. C'est ici. Et j'accède comme ça à mes données qui sont sur la clé USB, qui étaient invisibles et inexploitables avant. Et là, j'accède tout simplement avec le logiciel qui est installé, qui me permet d'avoir cet accès. Une fois que j'ai terminé, je ferme simplement en fait le programme et j'ai plus accès à mes données sur la clé USB. C'est un aspect très pratique et très concret de mise en œuvre une solution technique pour pouvoir être conforme au niveau de la GDPR. Ça vient après toute la partie d'analyse qui doit être fait en amont pour savoir dans quelle mesure et quels éléments doivent être sécurisés via le chiffrement. Voilà, merci à vous. Merci Guillaume pour cette démonstration.
Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc d'abord les résultats de la petite enquête. Donc la première question qui était: avez-vous identifié votre activité de traitement? Donc 67 personnes ont répondu oui, 13 personnes ont répondu non, 13 personnes ont répondu 13% pardon, des personnes ont répondu je ne sais pas, et 8% des personnes ont répondu je n'ai pas compris. Avez-vous des commentaires sur cette question, sur ces réponses? Donc peut-être par rapport à je n'ai pas compris. Donc en fait, ce qui est nécessaire, c'est d'identifier donc les traitements. Qu'est-ce que c'est un traitement? Donc c'est chaque fois que vous utilisez des informations relatives à un individu pour un but précis. Donc, par exemple, si j'utilise les données de mes salariés pour le paiement de leur salaire, c'est un traitement. Si j'utilise des données de mes prospects pour leur envoyer des messages marketing, c'est un autre traitement. Donc, et en fait, comme on avait vu avec Jocelyne, quasiment tout le monde doit faire un inventaire de tous les traitements. Ça, c'est deux avantages en fait. Un, c'est qu'on détermine le périmètre de qu'est-ce qui doit être fait pour se mettre en conformité avec le RGPD. Et de deux, on se met déjà en conformité avec un article du RGPD bien précis, à savoir l'article 30. Voilà, donc ça c'est pour je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Voilà, à mon avis, ça adressait la même. Même genre de commentaire. Voilà. Très bien, merci. Alors sur la deuxième question, comment sécurisez-vous les données personnelles dont vous êtes responsable? Donc 25% ont répondu avec du chiffrement, 67% via une restriction des droits d'accès, 4% autres, 4% je ne sais pas, et personne n'a pas compris. Avez-vous un commentaire là-dessus? Juste à ce niveau-là, on va pouvoir avoir les deux éléments en place, évidemment du chiffrement et aussi une restriction de droits d'accès qui vont être placés au niveau du système informatique de la société. Je pense effectivement là, une restriction des droits d'accès est toujours nécessaire parce qu'il faut veiller à ce que les données ne soient précisément pas accessibles à celui qui n'a pas le droit de les avoir. Donc la gestion des droits d'accès s'impose. Elle s'imposait déjà avant pour les départements en charge de la sécurité en vertu de bonnes pratiques. Et maintenant, en fait, elle s'impose en plus en vertu du RGPD. Et en ce qui concerne le chiffrement, donc je pense que l'intérêt, comme Jocelyne avait expliqué tantôt, est effectivement au niveau de la réduction des risques, vu que en cas lorsque les données sont chiffrées et que la gestion des clés de chiffrement est bien effectuée, on peut imaginer qu'on aura peu, voire pas de risque pour la personne concernée en cas de violation des données, donc en cas de data breach, ce qui réduit alors les obligations de notification dans ce contexte. Très bien, merci Sabine. Donc, question suivante. Êtes-vous responsable du traitement et ou sous-traitant? Par rapport à cela, 33% des personnes ont répondu oui et responsable du traitement, 4% oui sous-traitant, 38% oui tantôt responsable du traitement, tantôt sous-traitant, 21% non aucun des deux et 4% je ne sais pas. Donc mon premier commentaire, c'est que ce qui est bien, c'est que 38% ont répondu oui, tantôt responsable du traitement, tantôt sous-traitant, parce que je pense que c'est effectivement le cas de beaucoup de sociétés, vu qu'elles traitent certainement des données en leur propre nom pour leurs propres besoins, mais effectivement, éventuellement aussi des données au nom des autres. Donc ça veut dire que dans le premier cas, ils sont responsables du traitement, dans le deuxième cas, ils sont sous-traitants. Aucun des deux, je pense que c'est très rare. Parce qu'en fait, vu que la notion de données personnelles est vraiment très large, ça veut dire c'est toute information relative à un individu.
Donc, dès que vous avez, par exemple, des employés, vous aurez certainement déjà des traitements. C'est peut-être pas des traitements sensibles ou à risque, parce qu'en fait, c'est des traitements qui sont qui s'imposent par des activités et donc qui sont pas difficiles à justifier, au contraire. Mais je pense qu'aucun des deux, c'est quasiment exclu, en tout cas dès que vous avez des employés. Et pour je ne sais pas, donc la distinction entre les responsables du traitement et le sous-traitant, c'est vraiment au nom de qui est-ce que vous traitez les données. Est-ce que vous les traitez en votre propre nom et pour vos propres buts, c'est-à-dire pour en faire quelque chose que vous avez décidé vous-même. À ce moment-là, vous êtes responsable du traitement. Et si vous traitez les données pour en faire quelque chose que quelqu'un d'autre a décidé, et selon les instructions de ce quelqu'un d'autre, alors vous êtes sous-traitant. Très bien, merci Sabine, ça vous éclaircit pas mal. Alors, la quatrième question, avez-vous une notice d'information, notice vie privée sur votre site web? Et alors, 32% des personnes ont répondu oui, 55% non, 14% je ne sais pas. Et tout, et personne n'a parlé. Donc, par rapport au non, donc sachez qu'une notice vie privée est absolument nécessaire sur votre site internet si vous voulez collecter des informations relatives à des individus de manière conforme avec la directive ou avec les lois nationales actuellement déjà et dans le futur avec le RGPD. Donc le non est justifié uniquement si vous ne collectez aucune information via votre site. Et ça, c'est vraiment très très rare parce que même si... Donc ça veut dire que vous n'avez aucun formulaire de contact et ça veut dire aussi que vous n'avez aucun cookie par lequel des informations sont collectées relatives à des individus. Et donc, je pense que ça, c'est quand même très très rare, d'autant plus que la plupart des sites utilisent des outils comme Google Analytics et que donc la collecte d'informations relatives à des visiteurs se fait. Et donc, ne fût-ce que pour des besoins de gestion des cookies, des informations sont nécessaires. D'accord, très bien. Merci. Donc, la dernière question, avez-vous des sous-traitants destinataires hors de l'espace économique européen? Et donc 26% pardon, ont répondu oui, 74% non, et personne n'a répondu je ne sais pas ou je n'ai pas compris. En fait, ce qu'il faut, par rapport à ceux qui ont dit non, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut regarder non seulement les transferts en direct. Par exemple, si vous transférez un sous-traitant aux États-Unis, alors effectivement, celui à qui vous transférez est aux États-Unis, donc il y a un transfert donc qui nécessite des mesures. Mais il faut également regarder tous les sous-traitants du sous-traitant. Donc, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la chaîne. Et donc, un non, avant de dire non avec fermeté, faudra probablement poser la question à votre sous-traitant. Très bien, merci Sabine. Entre-temps, nous avons eu pas mal de questions. Et donc, dans la question, la première serait, pourriez-vous revenir sur la taille des sociétés par rapport aux obligations? Donc, je pense que c'est par obligation qu'il faut répondre. Et la taille des sociétés n'est pas vraiment un critère. Par contre, le nombre de travailleurs est un critère pour l'obligation de l'inventaire des traitements. C'est-à-dire on est sûr d'être obligé de faire un inventaire des traitements lorsqu'on a plus de 250 travailleurs. Mais comme Jocelyne a expliqué, ce critère
est très rarement le seul à devoir être retenu, vu qu'il y a énormément d'exceptions, et que donc dans la plupart des cas, même si on n'a pas 250 travailleurs, mais moins, l'obligation d'identifier les traitements s'applique. Sinon, par rapport au Data Protection Officer, donc au délégué à la protection des données personnelles, en fait, c'est plutôt une question de risque ou de type de société. Donc, les organisations au secteur public sont toujours obligées d'avoir un délégué à la protection des données personnelles. Les sociétés des sociétés privées ne sont en principe obligées que dans certains cas particuliers qui dépendent du risque, essentiellement du risque des traitements sous contrôle. Oui, donc ça c'est par rapport à la taille des sociétés et son incidence. Ok, très bien. Il y a une autre question qui est vis-à-vis de l'utilisation des données à des fins marketing. Est-il plus simple d'ajouter à chaque fois le droit de marketing dans ces clauses? Donc j'imagine le droit d'utiliser les données à des fins marketing. Je pense qu'effectivement, si vous souhaitez utiliser les données à des fins de marketing, à ce moment-là, il suffit de prévoir sur le site une clause de opt-in, c'est-à-dire une case à cocher. Par contre, cette case-là, il faut faire attention à deux choses. La première, c'est que la case ne peut pas être pré-cochée, parce que sinon, le consentement ne sera pas libre. Et vous avez vu tantôt que le consentement doit être libre pour être valable. Et par ailleurs, cette petite phrase-là ne suffit pas parce qu'il faut en plus informer, c'est-à-dire il faut dans la notice du privé bien expliquer ce qu'on va en faire et qui va en faire quelque chose, et le qui est très important parce que nous avons déjà vu dans notre pratique beaucoup de cas où la société qui va envoyer les messages marketing n'est pas la même que celle qui a collecté les informations. Et donc, l'opt-in, le cas échéant, ne sera pas valable. Et donc, en fait, il faut bien se poser la question avant de lancer un CRM ou avant de lancer des traitements à des fins de marketing, de savoir donc, qui va vouloir envoyer les messages marketing. Et c'est bien au profit de cette société-là qu'il va falloir prévoir un opt-in. Ok, très bien. Par rapport justement à cette notice vie privée, il y a une question qui s'y rapporte. Si j'arrive à la retrouver, voilà. Notice vie privée, il y a tellement de questions. Voilà. Est-ce qu'une notice vie privée est similaire à la politique de confidentialité? Oui, c'est la même chose. Ok, exactement la même chose. Une solution peut-être une question pour Guillaume. Pour Desktop, peut-être une certification pour cette solution? Est-ce que la solution Desktop est certifiée? Oui, il y a une certification au niveau de Desktop. Bon, le numéro, je ne le connais plus, mais oui, la solution est certifiée, en effet. D'accord, il y a une sous-question vis-à-vis du cloud. Qu'en est-il vis-à-vis du cloud? Alors, le mécanisme de partage de clés est quelque chose qui a été breveté, donc quelque chose qui est sûr par la solution du cloud Desktop pour le partage de clés. Alors ensuite, on va pouvoir mettre, toujours relatif au cloud, nos données dans le cloud de manière chiffrée. De la même manière qu'on va mettre nos données dans un partage réseau, en fait, on va créer un disque virtuel, par exemple, on accédera à ces données que si on a la clé de chiffrement. Très bien, merci. Encore peut-être une dernière question. Il nous reste quelques minutes. Donc, on demande par exemple un cas concret d'une petite fiduciaire avec un service salaire. Est-ce que ça implique au niveau RGPD? Donc, service salaire, si je comprends bien, c'est que c'est un service rendu au client. Donc, si c'est le SWAT, en fait, rendu au client ou en interne, il va falloir, dans les deux cas, parcourir l'ensemble des obligations, donc des 4 volets qu'on a examinés tantôt.
Il va falloir donc notamment prévoir une base légale. Et si c'est pour des clients, mais en fait cette base légale, ça va être probablement le contrat avec les clients. Donc ça veut dire qu'il faut regarder, faut ajuster les conditions générales de service. Si c'est en interne, alors la base légale, c'est le contrat d'emploi. Donc là, dans le contrat d'emploi, il va en principe falloir intégrer une petite clause pour avoir aussi une information adéquate. Mais donc en fait, c'est juste un cas assez classique de traitement qu'il va falloir mettre en conformité et donc vraiment parcourir les 4 volets que j'ai décrits tantôt. Ok, très bien, merci. Une question rapide vis-à-vis de la Grande-Bretagne et du Brexit. Qu'en est-il? Est-ce qu'on doit considérer la Grande-Bretagne comme étant hors de l'espace européen? Je pense que pour le moment, en tout cas, toutes les informations que nous recevons, c'est que la Grande-Bretagne fait tout pour se présenter comme un bon élève par rapport au RGPD. Donc, je pense qu'il y a peu de chances qu'il soit considéré après l'implémentation du Brexit comme étant un pays qui ne présente pas des garanties suffisantes par la Commission européenne. Mais ça, on pourra dire seulement après le Brexit et qu'on aura vu comment la Commission européenne se positionne. Mais je veux dire, ce genre de cas-là peut arriver à tout moment. C'est pour ça que dans nos conditions, dans nos contrats de sous-traitance que nous utilisons, en fait, on ajoute toujours une couche de sécurisation d'éventuels transferts hors espace économique européen. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Comme ça, dès qu'il y a, par exemple, un nouveau sous-traitant qui est nommé, mais on sécurise, on prévoit tout de suite dans le contrat une procédure de sécurisation d'éventuels transferts. Et alors, donc, ça s'appliquera donc que ce soit avec l'Angleterre après le Brexit ou dans d'autres cas de désignation de sous-traitants qui seraient hors espace économique européen. Très bien, merci Sabine. Il y a encore beaucoup de questions qui ont été posées. On ne va pas malheureusement pouvoir répondre à toutes les questions. C'est l'heure maintenant de passer aux conclusions pratiques. Donc voilà, juste en quelques mots. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la protection des données personnelles, donc conforme au RGPD, et la préparation à ce règlement vaut la peine d'un point de vue réduction des risques en vue d'éviter des sanctions et amendes. Par contre, ce qui est peut-être moins évident, mais ce que nous rencontrons dans nos missions de mise en conformité chez nos clients, c'est qu'en fait, ça permet aux clients de gagner une plus grande maîtrise de leurs données. Donc, ça augmente la gouvernance des données. Et par ailleurs, ça permet aussi d'augmenter ou de montrer qu'on est digne de confiance par rapport à ses clients, donc d'augmenter la confiance des clients. Et certainement, et c'est pour ça aussi que, en tout cas pour certains traitements, se lancer dans une démarche de mise en conformité qui est compatible avec une certification telle que Europrise ouvre aussi la possibilité de bénéficier par après de cette certification afin de montrer qu'on mérite cette confiance. Donc je pense que à ce niveau-là aussi, il y a pas mal d'études récentes qui confirment que pour les individus, donc pour les consommateurs, la protection des données personnelles devient de plus en plus importante. Donc je pense que cet aspect-là vaut aussi la peine. Maintenant, que faire concrètement? Comme on a dit tantôt, quasiment toutes les sociétés, à quelques-unes de près, sont obligées de faire un inventaire de leur traitement de données personnelles. C'est pour ça que nous préconisons vraiment ça comme première étape. Et puis, une fois que ce mapping est fait, donc si on est une petite société, mais ce sera peut-être juste 3-4 traitements. Si on est une plus grande société, mais alors
ça peut être des centaines de traitements. Donc, c'est vraiment là qu'on va ajuster les efforts à la taille de chaque entreprise. Mais ce qui est clair, c'est que ce mapping, donc ce relevé des traitements, va être très utile pour la suite pour déterminer avec précision mais quels sont les outils dont on a besoin. Et ce qu'on sait d'expérience, c'est que quel que soit le traitement qu'on effectue, on aura quasi toujours besoin d'une notice vie privée, donc qui explique, qui répond à toutes les obligations en matière d'information. Et très probablement, quand on externalise ne fût-ce que la maintenance de ces outils informatiques à des tiers, ou qu'on utilise un cloud, qu'on utilise une agence marketing pour le site web via lequel on collecte des informations, dans tous ces cas-là, il va falloir mettre en place un contrat conforme avec l'article 28 du RGPD et donc avoir un template de contrat de sous-traitance pourra aussi toujours servir dans une large majorité des cas. Et puis sur le plan de la sécurité informatique, nous avons vu que le chiffrement présente des avantages non négligeables et donc intégrer le chiffrement de manière appropriée est certainement une mesure qui est utile dans beaucoup de cas. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Oui, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci Sabine, merci Jocelyne, merci Guillaume. Merci. Donc toutes les questions n'ont pas été répondues et je propose qu'on contacte les personnes individuellement pour répondre aux questions qui n'ont pas été adressées lors du webinaire. Il y a également, donc, lié à ce webinaire, vous avez la présentation, l'enregistrement évidemment du webinaire, la présentation sous format PDF. On inclura également le livre blanc qui a été édité pour MGK. Et si vous voulez évaluer votre niveau de préparation aux exigences de RGPD, vous avez ici le lien qui apparaît, qui vous permet de vous tester votre société à ce niveau-là. Voilà. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir participé si nombreux et d'avoir été aussi interactifs avec nous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.